Si vous vous promenez dans les rues de Manhattan un samedi d'octobre aux alentours de 12h02, il y a toutes les chances pour que vous croisiez des gens ainsi vêtus. Voici un vieux babacool en chapeau de cow-boy et chemise hawaïenne, une jeune branchée ondulante en robe à rayures avec des tongs que l'on nomme ici flip-flop, un homme en chemise brillante et chapeau melon tout droit sorti des années 70, et un travailleur récemment débarqué qui aime encore sa ville. Bref, il n'y a pas de doute, vous êtes bien arrivé à New York, la ville de tous les possibles où on vient des quatre coins du monde pour sortir dans la rue habillé comme on veut. Mais si vous vous rendez au marché d'Union Square en compagnie de Cynthia Wilson, chroniqueuse caustique au New York Times et décodeuse des habitudes vestimentaires de ses concitoyens, vous verrez qu'ici la décontraction et la liberté ne sont que des apparences. Ces filles sont sexuellement actives. Et si leurs parents le savaient, ils les tueraient. Elles portent des jeans très serrés, des bottines, la petite chemise de rigueur cette saison à carreaux et super étroite, les cheveux longs et raides, beaucoup de maquillage, des petits sacs à main. Oh, regarde là, comme ça, là, juste ici. Regarde ces bottines. Tu vois? Ah ouais. C'est ce que mettent les ados maintenant. Une mode très sexualisée. Ce type concentre sur lui une quantité de messages confus. Son costume n'a pas la bonne coupe, il porte un col blanc de businessman qui ne va pas avec sa chemise rayée, et puis ce petit pin du drapeau américain est totalement déplacé. C'est une faute de goût horrible. Je veux dire, depuis que l'administration Bush a coulé, se balader dans New York en affichant qu'on est républicain, vous voulez rire? Même si New York demeure le fief des démocrates vaguement de gauche, ici la ville et l'argent ne dorment jamais et le travail reste la valeur sacrée. Les différents uniformes que l'on rencontre expriment des distinctions sociales très rigides et la journée, personne ne sort ni de son rôle ni de son costume, comme ce postier en bleu ou ce portier dont l'uniforme est le signe extérieur de la richesse des beaux quartiers. Au cœur de la ville, le pouvoir de la finance est représenté par le costume-cravate, qui peuple encore les rues de Wall Street, même si plus de 34 000 personnes y ont perdu leur emploi depuis 2007 à la suite de la crise des subprimes. Alan et son collègue David, eux, sont toujours là depuis plus de 30 ans. Ils travaillent tous deux au New York Stock Exchange, la bourse de New York. Ici, les différentes couleurs des vestes permettent de distinguer au premier coup d'œil la position des agents dans la hiérarchie. Les courtiers d'agents de change sont en costume gris, les managers sont en veste verte et les simples traders en veste bleue. Beaucoup de types à la bourse préfèrent porter ce genre de veste, les vestes de trader. À l'époque, on courait partout, l'ambiance était super intense et ces vestes protégeaient votre costume et l'empêchaient de se prendre un coup de stylo et d'avoir des poches déchirées. Ça, c'est un écusson qui montre pour qui je travaille. Je travaille pour Drew Stock. C'est une société de courtage indépendante au sein de la bourse. Et ici, c'est mon numéro de courtier, celui que j'utilise quand je travaille. Et dans le dos? C'est bien aéré. Comme ça laisse passer l'air, le corps respire parce que sinon, malheureusement, on transpire beaucoup. Et puis, on transporte beaucoup de carnets et de trucs comme ça. On a toujours eu des blocs-notes et des appareils électroniques dans nos poches, donc on a toujours besoin d'un endroit où les mettre. Il y a des années, quand j'étais simple employé, je portais une veste bleue, mais ça a changé depuis que je suis devenu courtier. Comme je parle beaucoup à la presse, que ce soit à des chaînes asiatiques, à Bloomberg, à la télé chinoise ou à CNBC. À l'intérieur, il y avait 8000 personnes qui couraient dans tous les sens, donc il pouvait faire très chaud. Le courtier moyen faisait environ 8 km par jour. Et là, il vaut mieux avoir ce genre de chaussures confortables. Ce sont des Rockport. Je les aime bien, elles sont très souples, comme vous pouvez le voir, et elles tiennent bien la distance. Elles sont plates, sans vrais talons. Elles sont vraiment super, tout en gomme, donc parfaites pour rester debout pendant des heures. Je dis aux gens, en 30 ans, je ne me suis jamais assis. Et même si Alan n'a pas exactement le profil du Golden Boy des années 90, il fait tout de même courir sa tailleuse personnelle de costume jusqu'à chez lui pour se faire de belles chemises. Combien ça fait? 81 cm. Et la taille? 81. Ah, j'aime bien ça. Les couleurs traditionnelles qu'on porte à Wall Street sont le bleu ou le blanc, ou les rayures. En général, c'est ça la norme.
Le prix des chemises démarre à 119 $ et grimpe jusqu'à 500. Et le costume va de 500 à environ 5 000, 10 000 $. Donc on peut avoir un costume complet avec chemise et cravate pour 1 000 à 3 000 $. Je compare toujours le costume pour homme à une sorte de cadavre exquis, parce qu'il ne veut absolument rien dire. C'est en fait l'effacement de toute personnalité. Ce que je veux dire, c'est que mes vêtements à moi indiquent toutes sortes de choses de ma personnalité. Mais si je portais un costume, on ne saurait rien de moi. Et c'est ce qui me donnerait un peu de pouvoir, parce qu'ainsi j'aurais une part de mystère. Donc on ne saurait pas comment me prendre, comment m'aborder. Le costume, dans sa façon d'identifier l'homme à son travail, est devenu l'habit emblématique du citadin dès les années 20, au moment où Wall Street a pris tout son essor. Un beau costume monté d'un chapeau de feutre type Borsalino symbolisait le mythe américain de la réussite, le fameux American Dream. Il caractérisait l'homme crédible, professionnel, fort. C'est à ce moment, justement, avec l'apparition du consumérisme, qu'est né le prêt-à-porter. Aujourd'hui, certains nostalgiques des années 20 se réunissent régulièrement en costume et robes authentiques et dansent au son du big band de Michael Arenella. Tandis que l'Amérique et le monde viennent de traverser une crise majeure, étonnamment on se divertit en portant des habits qui datent d'une autre crise, celle de 1929. C'est l'époque de la mode garçonne, des bandeaux à fleurs, des cheveux courts, des chapeaux cloches et des robes au-dessus du genou. Avec l'avènement des magazines féminins, la publicité propose de plus en plus d'accessoires et de vêtements pour des acheteuses toujours plus acharnées. La femme des années 20 annonce bien la consommatrice d'aujourd'hui. Au XXIe siècle, dans les quartiers hyper chics de Manhattan, sur Madison et la 5e avenue, les riches new-yorkaises achètent des grandes marques européennes et pratiquent le shopping comme un véritable loisir. Elles dépensent leur argent pour dépenser leur temps. Le capitalisme a la mainmise totale sur le cerveau, l'âme et l'esprit de tout le monde aux États-Unis. Dès le plus jeune âge, on vous lave le cerveau en vous disant que vous devez avoir une certaine forme de beauté. Il faut se figurer que toutes les femmes sont en quelque sorte en compétition avec ces filles de 15 ans qui font 2 mètres et pèsent 40 kilos, qui sont retouchées et ont l'air incroyables. Donc c'est vraiment comme si elles essayaient de ressembler à la pin-up Jessica Rabbit. Mais je pense qu'ici, les gens croient dans la mode, le dernier cri. Je pense à des séries comme Sex and the City. Les gens ont cette vision romantique de ce à quoi pourrait ressembler leur vie et de quoi ils pourraient avoir l'air et de toute cette beauté qu'ils pourraient en tirer. Et ils dépensent beaucoup d'argent à essayer de réaliser ce fantasme. Cela fait partie de l'industrie de la beauté et de cet immense business qui consiste à faire perdre aux femmes leur confiance en elles. Pour se rassurer un peu, les femmes accomplissent alors des rituels de beauté quasi obligatoires. Jamais dans leur tenue, rien n'est laissé au hasard. On se rend chez le coiffeur et la manucure en moyenne 1 fois par semaine, tout comme Shawn, mère de 2 enfants et femme de banquier. Chez elle, Shawn est organisée de manière à ce que sa garde-robe et celle de ses enfants puissent faire face à toutes les circonstances de la vie d'une femme de la bonne société. J'ai un assistant pour le shopping. Il s'appelle David et il travaille dans l'un des meilleurs grands magasins de New York. Quand j'ai besoin de quelque chose, mettons pour une soirée, une robe de cocktail, je prends rendez-vous avec lui et au fil des années, il commence à connaître mes goûts, les stylistes que j'aime, les coupes qui me plaisent. Là, il avait sélectionné quelques tenues, certaines un peu élégantes, d'autres un peu plus habillées et c'était super. Ça, c'est une robe de soirée qu'il avait choisi pour un cocktail où je devais me rendre. Mon assistant shopping peut aussi servir dans d'autres circonstances. Mon mari, par exemple, a son numéro et il l'a appelé pour qu'il choisisse une robe pour la fête des mères. Cette adorable robe printanière. C'est tout à fait mon style. Et lorsque Shawn décide de porter un jean,
elle ne porte pas juste un jean. Son choix sera précisément motivé et reflètera sa passion de l'efficacité. Pour elle, la décontraction est aussi pensée que l'élégance. Je crois que je dois avoir une dizaine de jeans. Le jean, c'est mon uniforme de maman. Je travaille à temps partiel, donc quand je ne travaille pas et que je ne dois pas m'habiller, je mets un jean confortable pour tous les jours, pour aller faire les courses, courir chercher les enfants à l'école, les emmener jouer. C'est vraiment mon uniforme de maman. J'essaie de faire attention à mon apparence pour ne pas avoir l'air trop débraillée. Dans les quartiers plus populaires, à majorité afro-américaine, les pressions vestimentaires et esthétiques sont aussi fortes, mais les codes différents. Ici, le vêtement n'est plus de circonstance, mais sert souvent à mettre en valeur la beauté du corps. Les chaussures sont des accessoires du sex-appeal, tout comme les ongles ou les cheveux. Les cheveux plus longs, plus travaillés, plus clinquants. Et bien qu'on puisse compter dans certains quartiers jusqu'à 35% de chômage et qu'une grande partie de la population vive en dessous du seuil de pauvreté, les femmes sont prêtes à tous les sacrifices pour leur chevelure. Simone possède un salon de coiffure à Brooklyn. Elle est la spécialiste de l'extension du cheveu. Les femmes noires aiment toujours montrer leur corps. Grosses ou petites, nous en sommes fiers. Et les cheveux jouent clairement un rôle. Malheureusement, si vous n'avez pas les bons cheveux, vous serez jugé tout de suite par une autre femme noire. Combien d'argent vous gagnez, votre place dans la société. On peut tout déduire à partir de la qualité de vos cheveux. Les extensions peuvent tenir jusqu'à 3 mois. Certaines sont faites avec des cheveux naturels, d'autres sont soi-disant des vrais cheveux, mais pour 14,99 $, on ne peut pas avoir de cheveux naturels. D'habitude, j'ai des cheveux indiens, mais là, ce sont des cheveux artificiels. Et en fait, c'est le top en matière de cheveux artificiels. Le paquet coûte environ 100 $ pièce et il en faut 2 pour faire toute la tête. 9 fois sur 10, dans le monde du travail, on ne peut pas garder ses cheveux crépus. On vous dit que vous ne pouvez pas avoir une coupe afro à Wall Street. Donc souvent, on fait ça tout simplement pour avoir la tête de l'emploi. Pour être dans le coup, les jeunes garçons, eux, se distingueront en portant un jean sous les fesses qui peut descendre jusqu'aux genoux. C'est ce qu'on appelle en américain le sagging, du verbe sag, pendouiller, à ne pas confondre avec le baggy, qui est simplement une coupe de jean large. Young Sid et ses copains ont 18 ans, ils sont adeptes du sag, une mode qui remonte à une trentaine d'années. Comme tous les garçons du quartier, ils rêvent de devenir des stars du hip-hop. On baisse notre pantalon jusqu'à un certain point, pas trop bas, juste ce qu'il faut pour laisser passer un peu d'air. Vous voyez, entre nos parties. Franchement, je pense que les gens ne peuvent rien dire. S'ils voient nos poches, c'est vraiment le maximum qu'ils peuvent voir. Je veux dire, on veut seulement qu'ils voient les poches pour qu'ils reconnaissent la marque, leur montrer le style, notre créativité. Ça existe depuis des années, même avant notre naissance. Tout le monde faisait ça, tu vois ce que je veux dire? Je sais pas. Pour dire la vérité, j'ai entendu dire que ça venait de la prison, que c'était le type qui se faisait prendre par derrière. Mais nous, si on le fait, c'est pas parce qu'on se fait mettre. C'est juste parce qu'on aime s'habiller comme ça. C'est comme ça qu'on aime porter nos jeans, tu vois? Cette délicatesse vestimentaire est loin de plaire à tout le monde. Le sénateur démocrate Adams s'est même mis en tête de légiférer contre le saggy jeans, déjà interdit dans d'autres États. Ces jeunes qui portent leurs jeans comme ça, on ne leur a jamais dit quoi que ce soit. Ils ne savent pas qu'ils font quelque chose de mal. Donc à un moment, j'ai compris qu'on devait commencer à en parler. Avoir son pantalon qui tombe est une humiliation qu'on s'inflige à soi-même. Cela s'inscrit dans la lignée d'une longue tradition de stéréotypes négatifs qui font que des groupes sont perçus de façon négative. Et je dis à nos jeunes, dans toute la ville et dans tout l'État, vous pouvez rehausser le respect qu'on vous porte si vous remontez le pantalon que vous portez. Je pense qu'ils portent leurs pantalons comme ça parce qu'ils pensent que c'est cool, que c'est à la mode.
Les jeunes veulent être dans la norme et que ça nous plaise ou pas, les filles aiment les mauvais garçons. Et il n'y a pas de meilleure façon de passer pour un mauvais garçon que d'adopter les codes d'une culture qui est née en prison. En réalité, la question n'est pas tant d'avoir l'air de méchant garçon que de porter tous les signes obligatoires de reconnaissance sociale. I'm not the type that dress to impress, but I can't help. I impress when I dress, I'm lounging. Living lavish on the largest load. When I easy pass, you still gotta pay the toll. I already spent $400. Ça m'est déjà arrivé de dépenser $400 pour une paire de jeans. Je suis prêt à mettre plus, franchement. J'ai sûrement déjà mis plus de $400, mais je m'en souviens pas. Je les porte, c'est tout. Prada, Gucci, Louis, Prada, Fendi, c'est ce qu'on met. Polo, rugby, on porte tous des habits de marque. Ça, par exemple, c'est un sweat à $70-80. Et certains coûtent même plus de $90, $100 et plus. Ça dépend du style, ça dépend du modèle. Pour moi, ce qui compte, c'est que ce soit très cher. Je pense que si vous êtes vraiment pauvre, et je sais de quoi je parle pour être passé par là quand j'étais plus jeune, la mode devient tout autre chose. Il se peut qu'on n'ait pas de maison, mais ce qu'on porte sur son corps devient l'objet d'une grande fierté, et on se donne vraiment du mal pour être très bien habillé, parce que ça fait du bien. C'est une interface avec le monde. C'est comme un bras d'honneur au nanti, une façon de dire « Ah ouais, vraiment, le Connecticut ?» Avant, les chaussures Gucci n'étaient portées que par les profs de droit de Yale et leurs femmes. Et maintenant, les gamins hip-hop les portent parce que ça les fait rire de faire comme s'ils appartenaient au même club de golf. Je trouve ça super, parce que c'est une façon d'utiliser les disparités de revenus en les retournant contre le capitalisme dont elles sont les conséquences. C'est une façon de dire « Ah ouais, vraiment? Tu mets ça? Eh bien, nous aussi. » C'est au début des années 80 que les vêtements de sport ont attaché leur image à des stars du basketball et du hip-hop, qui ont beaucoup contribué à rendre ces marques désirables, comme la fameuse Jordan Air, qui tient son nom de la star du basketball Michael Jordan. D'une simple chaussure de sport, la basket est devenue un objet de luxe fort prisé. On l'appelle ici la sneaker. La basket montante est appelée la dunk et tient le haut du panier, Nike dominant le marché. Les gens sont vraiment devenus violents à cause de ces chaussures. Les gamins portaient des Jordans à l'école à $150 la paire et ils se prenaient des coups de couteau pour leur basket. C'est une affaire plutôt sérieuse, la culture de la basket. Et cette violence a attiré pas mal d'attention sur cette culture. Courtney et Curvel sont les créateurs de baskets contemporaines et leurs chaussures sont ce qui se fait de plus avant-garde en ce moment. Un des plus grands supermarchés aux USA a commercialisé leurs baskets Betty Boop qui ont fait un tabac. Aujourd'hui, Courtney se rend au Dunk Exchange à Manhattan pour distribuer des publicités aux très nombreux jeunes qui se retrouvent là. Vous vous demanderez sans doute ce que font tous ces garçons avec leurs boîtes de chaussures, tous fort bien chaussés. Ils viennent revendre leurs innombrables collections aux plus offrants dans cette véritable bourse de la basket qui rassemble des ados de tous les quartiers, de toutes les classes sociales. Ce sont des sneakerheads, des frappés de la basket, dont les collections peuvent compter jusqu'à 300 paires. Alvon est l'un des organisateurs de cet événement typiquement new-yorkais. J'ai environ 150 paires. Je suis entré là-dedans d'abord par le basket. Je joue au basket à la Martin Luther King High School à New York. Vous voyez, c'est simplement une question d'être cool, d'avoir le dernier truc à la mode. À Brooklyn, si vous voulez des Jordans, il faut avoir les nouvelles Jordans, quel qu'en soit le prix, 125 ou 150 $. Quoi qu'il arrive, il faut être le premier du quartier avec ces nouvelles Jordans. Donc, je suis comme ça, j'ai toujours voulu être le premier. Comme à la bourse, le cours des chaussures ne cesse de fluctuer. La plupart du temps, un collectionneur commence par acheter une paire de baskets ordinaires et petit à petit se constitue une collection faite d'éditions limitées de sa marque préférée, dont le prix peut varier entre 100 et 2000 $. C'est dur, la loi du marché. Voilà, ce que jettent les uns fait le bonheur des autres. Un autre type de recyclage et de troc se pratique dans les quartiers branchés de New York, où les hipsters, qui tiennent autant des bobos que des babas, réinventent sans cesse leurs propres stéréotypes. Ici, toutes les combinaisons de vêtements sont admises et les styles de toutes les époques se superposent. Chemise à carreaux type plaid, t-shirt vintage, foulard fermière, homme en converse vert pomme et slim 13 années 80,
chapeau des années 50, coupe et lunettes plutôt 90 voire 91, avec une pointe de lesbienne urbaine. Tout est possible. Ces néo-urbains au look tellement new-yorkais valorisent la contre-culture, la politique progressiste, le rock indie, la créativité. Beaucoup d'entre eux aspirent à être artistes, mais travaillent plutôt dans des bars. Ils s'habillent dans les friperies et les dépôts-ventes. À un moment, il y a eu un incroyable surplus de vêtements bon marché dont on savait qu'ils n'étaient pas faits pour durer. On pouvait porter une chemise pendant 2 semaines, puis ça n'était plus à la mode et on la jetait. Donc toute une économie basée sur des boutiques de fripes a vu le jour à Brooklyn. On pouvait faire un gros sac avec les fringues qu'on ne mettait plus et tout vendre pour $40. Et ensuite, d'autres gens portent ces habits. Et en fait, beaucoup de monde s'habille comme ça. Dans ce dépôt-vente de Brooklyn, Jen, une jeune hipster de 35 ans, passe des heures à essayer de réaliser les associations vestimentaires les plus audacieuses, combinant joyeusement des bottes de cow-boy avec une robe au col égyptien ou un blouson en sky doré sur un pantalon moulant léopard. Elle vit dans un des derniers squats de New York. Je dis toujours que je suis une artiste, mais en fait, cela implique des choses variées. Tout d'abord, je suis professeure de yoga. J'ai aussi une ligne de bijoux que j'ai appelée Nosifo, parce que c'est ainsi que m'appelait la famille chez qui j'habitais en Afrique du Sud. C'est un nom traditionnel Xhosa qui veut dire don. On trouve mes bijoux dans différentes boutiques à travers tout le pays. Je dirais que mon style est un mélange de tous les endroits où j'ai voyagé. Je suis allée 4 fois en Afrique et en Inde, et je suis vraiment obsédée par la culture africaine et la culture indienne, maintenant que je suis aussi professeure de yoga. Donc c'est sûr, j'apporte une touche africaine à tout ce que je porte. Si ce n'est pas le tissu lui-même qui est africain, alors ce sera un imprimé animal ou autre chose dans le genre. C'est intéressant parce que les New-Yorkais mélangent les styles. C'est une communauté tellement cosmopolite, ça me semble tout à fait normal. Malgré l'élection d'un président très global, la crise économique étant passée par là, la toute dernière mode à New York, ce ne sont même plus les vêtements d'occasion, mais les vêtements gratuits que l'on s'échange. C'est un système de troc que l'on appelle ici le swapping. Ce soir, dans une église de Greenpoint, les swappeuses arrivent avec les vêtements dont elles ne veulent plus et repartent avec de nouveaux habits qui leur plaisent mieux. Il leur suffit d'apporter au moins un vêtement et de payer $3 à l'entrée pour repartir avec autant de nouvelles fringues qu'elles veulent. J'ai beaucoup d'habits, mais j'en veux des nouveaux. Donc c'est le moyen de partager nos ressources. J'ai trouvé par hasard cette jupe bleue à fines rayures. Et il se trouve que j'ai cette veste bleue à fines rayures que j'avais amenée avec moi. Donc maintenant, j'ai un ensemble. J'ai fait une super affaire ce soir. Pourquoi je fais du troc? Je suis fauchée. Non, je crois vraiment en la reconversion et le recyclage. En ce qui me concerne, je n'ai rien acheté de neuf à part des sous-vêtements depuis plusieurs années. Parce que je pense à l'immense quantité d'habits produits dans le monde et je ne vois aucune raison d'acheter quelque chose de neuf. En plus, les choses que j'aime ont tendance à être de très bonne qualité. Et pour me les offrir, je dois faire soit du troc, soit aller dans un dépôt-vente. Parfois, quand on achète quelque chose, on ne s'en sert même pas. Et si quelqu'un d'autre peut l'utiliser, alors vous savez... J'ai trouvé mes chaussures dans un troc. Je les ai depuis l'année dernière et je les adore. J'échange avec les gens, d'autres gens échangent avec moi et on s'engage vers un peu moins de consumérisme. Ce qui, je crois, est vraiment bien pour l'environnement. Quand l'économie s'écroule, les styles se font beaucoup plus créatifs. Acheter des habits très chers commence à paraître absurde. Personne ne peut aller, enfin, il n'y a qu'une très mince partie de la population qui peut vraiment faire du shopping sur Madison Avenue. Pour la plupart des gens, c'est dingue. Il n'y a que la première dame qui peut faire les boutiques là-bas, ou Sarah Palin qui peut y faire du shopping avec sa carte de crédit. Je veux dire, qu'est-ce qu'on peut faire? Qui peut se permettre d'acheter un sac à $9 600? Vraiment, vous le savez, vous?
Qui? Ainsi, du costume de l'agent de change aux habits échangés, les New-Yorkais réussissent le temps d'un swap à réinventer un look à peu près neutre et une nouvelle économie qui brouille les pistes de l'après-crise.